Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus sur les petites entreprises qui font face à cette pandémie en France. À mesure que le confinement se prolonge, l'état d'esprit change, les risques pour la suite augmentent, l'incertitude grandit. Dans cet épisode, Céline Rémy-Visselink nous raconte son quotidien de chef d'entreprise du groupe Verona avec ses deux marques Épisode et Néonesse. Au jour 31 du confinement, le 12 avril 2020. Le jour 31, c'est l'esquisse d'une baisse des cas de Covid-19 en France. C'est aussi le bilan le plus bas en Italie en plus de 3 semaines, quand le nombre de décès augmente en Espagne. Et enfin, c'est le moment où l'on parle des mesures de sortie de crise, y compris des mesures concernant le climat. Le 12 avril, c'est aussi un dimanche, un jour presque comme les autres pour Céline. Dans cet épisode, on parle fitness, salle de sport, télétravail, veille, stratégie, océan bleu et ciel étoilé. Allô? Salut Carole, c'est Céline à l'appareil. Salut Céline. Tu vas bien? Je suis désolée, j'ai un petit peu de retard. J'étais dans un call, comme toujours. Hein. Un dimanche aussi? Ah ouais, je bosse. On bosse tout le temps là en ce moment. Ah ouais. Waouh. Ok. Ouais. D'accord. Ouais. Je pensais que c'était un peu exceptionnel, mais non, d'accord. C'est la situation de crise. Non, ouais, c'est la situation de crise, exactement. En fait, les gens qui ne sont pas au chômage technique, enfin chômage partiel ou au chômage total d'ailleurs pendant la période de fermeture, bossent pour 4. Voilà, c'est comme ça. Voilà, soit on bosse pas, soit on bosse beaucoup. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et Céline bosse beaucoup. On parlera de sa personnalité, signe astro, énagramme et MBTI en fin de podcast. Mais voyons déjà son rôle dans ce groupe Verona. Moi, je suis la cofondatrice du groupe Verona avec mon associée qui s'appelle Marianne Tessier. Donc, le groupe Verona, c'est une entreprise qui regroupe 2 marques principales qui s'appellent Néonesse et Épisode. Donc, Néonesse, ce sont des clubs de sport, Épisode aussi. Néonesse, c'est vraiment du Smart Coast et Épisode, c'est du haut de gamme sur des concepts de studio immersifs. Et donc, ça fait 12 ans qu'on existe. On représente un chiffre d'affaires d'à peu près 50 millions. On a à peu près 250 ETP dans l'entreprise qui sont tous en CDI, voilà, qui sont tous en poste fixe. Et en fait, on a à peu près 40 clubs répartis entre Paris, Île-de-France et la province. Verona est un groupe de salles de fitness innovant. En 2017, l'entreprise a reçu le trophée de la performance économique du Women Equity. La société avait alors quadruplé son chiffre d'affaires en 4 ans. C'est l'un des leaders en région parisienne et parmi les plus dynamiques de son secteur. Voyons comment le groupe Verona a réagi quand le confinement a été annoncé. Alors, quand le confinement a été annoncé, ça a été, là, pour le coup, une période très intense, très dure. On a vraiment géré ça sous forme de crise, au sens propre du terme. Donc, le confinement a été annoncé un jeudi soir par le président. Le lendemain matin, extrêmement tôt, on s'est retrouvé avec tout le comité de direction au siège. Et là, on a pris toutes les mesures pour que 100% de nos équipes ne reviennent pas travailler au siège. Donc, il y a eu des petites équipes qui sont venues travailler encore 1 ou 2 heures dans la journée du vendredi pour venir récupérer justement du matériel ou s'organiser. Mais on a mis en place immédiatement une procédure pour que tout le monde soit en télétravail à compter du jour 1. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que à midi, notre Premier ministre a annoncé que les clubs de sport devaient limiter le nombre de clients qui devaient accéder aux salles de sport à 100, alors que nous, on peut accueillir jusqu'à 300 personnes dans une salle, étant donné la taille de nos salles qui font parfois 2000 mètres carrés. Donc là, pour le coup, la cellule de crise qui était réunie a dû en réactivité gérer la mise en place de systèmes de comptage à l'entrée des salles pour s'assurer que en réactivité, on garantissait à nos clients qu'il n'y ait jamais plus de 100 personnes qui rentrent à l'intérieur de la salle, alors même que les décrets d'application n'étaient pas sortis et qu'il n'était pas forcément clair que les salles de sport étaient concernées par cette mesure, parce que le Premier ministre parlait de rassemblement de moins de 100 personnes. Mais bon, nous, on l'a mis en place tout de suite. Et sur cette journée-là, on a aussi mis en place tous les dispositifs pour les personnes qui devaient garder leurs enfants à domicile, donc les systèmes d'arrêt de travail pour que les salariés puissent garder leurs enfants. Toutes les fois où ils ne pouvaient pas télétravailler, enfin, etc., etc. Donc ça a été une journée très dense entre la mise en place du confinement, les gardes d'enfants à domicile et le comptage à l'intérieur des clubs. Et ensuite, on a eu une journée de répit. Pour un peu donc suite à cette mise en place, on va dire.
Et le samedi soir, le gouvernement a à nouveau annoncé une nouvelle mesure, à savoir que dès le lendemain à minuit, enfin dès le soir même à minuit, les établissements de recevant du public devaient être tous fermés. Donc nos salles de sport étaient concernées. Donc il a fallu mettre au chômage partiel alors pour le coup, je vous ai parlé tout à l'heure de 250 ETP, mais nous avons à peu près 500 salariés en comptant les temps partiels. Donc il a fallu mettre au chômage 90% de ces salariés qui en majorité bossent dans les clubs. Et donc ça a été un énorme travail d'informer les clients par mail de la fermeture des clubs et de mettre effectivement au chômage partiel toutes ces personnes du jour au lendemain. Voilà. Ça a été le tout début du confinement. Et après, il y a encore eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais au démarrage, ça s'est passé comme ça. Sur 3 jours, ça a été extrêmement dense. Et il a fallu être vraiment fonctionner en réactivité pour gérer au mieux les équipes et les clients. Et toi, pendant cette période, qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, très sincèrement, pendant cette période, on était sur le pont. Moi, j'ai ressenti énormément de professionnalisme et j'étais très fière de la manière dont nos équipes sièges qui sont restées ont géré cette période de crise, parce que personne n'a paniqué. On a eu des moments difficiles, de stress, d'angoisse. Certains ont parfois un petit peu craqué, etc., ce qui me paraît complètement normal. Mais on a été tous très solidaires et tous très mobilisés. Nos directeurs, notre comité de direction, depuis la fermeture des clubs, travaillent d'arrache-pied. Ils font des choses aussi bien stratégiques que ultra-opérationnelles en remplacement de leurs équipes. Moi, je pense que ce qu'on ressent de manière générale avec mon associé depuis ce confinement, c'est beaucoup de fierté d'avoir des équipes aussi solides et aussi professionnelles. Ça, c'est très important. Et quand je t'avais interviewé pour mon livre Innover en pratique, tu m'avais décrit avec enthousiasme en fait la relation de travail que tu avais avec Marianne Tessier, qui est ta cofondatrice et ton associée. Là, on était dans une période un peu de développement de l'entreprise, tout se passait bien, c'était plutôt positif. Comment ça se passe en situation de crise? Comment vous vous êtes organisées toutes les deux? Parce que vous avez chacune un peu des rôles sectoriels, mais comment ça s'est passé à ce moment-là? Alors en fait, ça s'est très bien passé et ça s'est passé extrêmement naturellement, comme toujours avec Marianne. C'est-à-dire qu'en situation de crise, on est toutes les deux avec l'ensemble de nos directeurs. Donc de toute façon, comme on l'est en comité de direction élargi assez régulièrement, et on s'entend tous très bien. Donc là-dessus, les choses sont très fluides. Après, on a rapidement pris les périmètres sur lesquels on a, par définition, on va dire, une expertise plus forte. Donc Marianne, elle a géré immédiatement la sécurisation de notre base client. Donc, s'assurer que nos clients, nos 160 000 clients, ne soient pas déçus de la fermeture de ces clubs. Évidemment, c'est une déception assez compliquée, mais qu'on soit capable de les gérer au mieux dans cette période de crise. Donc, leur proposer des alternatives pour qu'ils puissent pratiquer du sport à domicile. On a déployé sur Instagram des programmes qu'on appelle les programmes Confitment, pour rester fit pendant le confinement, avec des cours live organisés par nos coachs toute la journée depuis le premier jour du confinement pour que les gens puissent pratiquer du sport à domicile. Elle a très rapidement fait développer aussi des fonctionnalités additionnelles sur l'application qu'utilisent nos clients en club pour s'entraîner, pour la débrider et faire en sorte que cette application puisse être utilisée par des prospects. Donc l'ensemble des Français en fait peuvent télécharger l'application My Neo Coach et l'utiliser aussi pour pratiquer à domicile les programmes d'entraînement, par exemple fonctionnels ou du yoga. Donc ça a été un gros boulot pour Marianne aussi de renforcer le service relations clients. On a plus de 20 personnes qui travaillent au service relations clients depuis le début du confinement et qui gèrent individuellement chaque demande client pour proposer des upgrades vers des formules plus coûteuses toutes les fois où les clients souhaitent rester avec nous mais veulent compenser le préjudice de ne pas pouvoir pratiquer pendant quelques semaines par exemple, ou bien des reports d'abonnement sur des périodes où effectivement ils ne peuvent pas pratiquer, on propose de reporter leur abonnement. Tout ça, c'est des choses qu'on fait très individuellement, de manière très personnalisée, et donc il a fallu mettre en place toute l'équipe et tout le système pour gérer ça, ainsi qu'une communication très claire vis-à-vis des clients sur ces sujets, par mail, par SMS, sur le site internet, etc., etc. Moi, avec on va dire les périmètres sur lesquels je travaille habituellement, je me suis beaucoup plus occupée de travailler avec les organisations professionnelles, donc les syndicats professionnels, notamment du fitness, du sport en général,
pour essayer d'identifier les aides spécifiques au secteur qui étaient indispensables de mettre en œuvre pour que le secteur soit le moins touché possible. Donc moi, je parle pas mal avec les pouvoirs publics via ces organisations professionnelles, donc les cabinets ministériels. On construit des notes pour essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait déconfiner nos salles demain de la manière la plus, on va dire, la plus sécurisante pour les clients et aussi pour nos équipes. Donc, trouver des modus operandi qui font qu'on peut ouvrir et dans de bonnes conditions. Et est-ce que tu vois cette démarche adoptée par les autres entreprises dans le secteur du fitness dans lequel tu évolues, ou est-ce que vous restez un petit peu à part Alors, moi, je pense qu'il y a énormément d'initiatives personnelles qui sont intéressantes à différents niveaux et sur différents sujets. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font dans le domaine du sport en général, pas que dans le fitness. Après, ce que je peux dire pour l'avoir vu au quotidien là depuis quelques semaines, c'est que c'est quand même plus facile quand on a un groupe bien structuré, qu'on a déjà un comité de direction, qu'on est déjà nombreux autour de la table à réfléchir, qu'on a une force de frappe en fait pour mener ces démarches aussi on va dire de réflexion profonde sur la stratégie. Parce que moi j'ai aussi beaucoup d'amis, que ce soit dans le fitness ou dans d'autres domaines, qui sont seuls. Soit ce sont des startups qui sont en lancement, soit ce sont des gens qui, parce que la structure dans l'entreprise était pas complètement aboutie, n'ont pas réussi encore à staffer un comité de direction digne de ce nom et sont un peu seuls en direction. Et donc quand c'est le cas et qu'on gère la crise, plus essayer de gérer la prospection, enfin l'avenir, on s'aperçoit que c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc nous, on essaye à notre niveau aussi, par rapport à un certain nombre d'expertises qu'on développe sur un certain nombre de sujets pendant cette période de crise, justement de faire bénéficier d'autres acteurs de ce qu'on crée ou de ce qu'on fait, notamment sur des domaines, par exemple, d'analyse juridique ou d'analyse de risque, etc., pour que des indépendants, par exemple, puissent en bénéficier. Parce que quand on est indépendant, qu'on a par exemple créé une franchise, on est quand même beaucoup plus seul que quand on est à la tête d'un groupe comme le nôtre avec une structure siège de 70 personnes, etc. Donc je pense que je pense que tout le monde est capable de le faire en fait. En revanche, il faut quand même avoir un minimum de bande passante pour pouvoir le faire et tout le monde n'a pas cette bande passante du fait de la structure de son entreprise. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour partager un peu tous ces travaux et ces réflexions ? Par exemple, nous aujourd'hui, si je prends un sujet qui est le sujet des beaux commerciaux, nous aujourd'hui on est des commerçants, d'accord ? On a une quarantaine de sites, on s'aperçoit que c'est extrêmement difficile de discuter avec nos bailleurs pour obtenir des franchises de loyer parce que les bailleurs aujourd'hui ne sont pas enclins à contribuer à l'effort général, l'effort de solidarité pour faire en sorte que les entreprises et les commerces se pérennisent dans le temps. Nous, on doit gérer des gestes commerciaux vis-à-vis de nos clients parce qu'on est fermé et eux sont un maillon de la chaîne et on estime qu'ils devraient contribuer en nous accompagnant, par exemple, sur des franchises de loyer pendant un certain temps. C'est des discussions qui sont très difficiles. Nous, aujourd'hui, on est très bien accompagnés par des très grands cabinets d'avocats sur ces sujets. On discute beaucoup avec d'autres enseignes, on discute beaucoup aussi avec, encore une fois, des membres de cabinets ministériels. Et on pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut activer pour faire valoir nos droits. Et donc, on fait en sorte que tout le monde puisse être au courant de ces différents leviers à tous les niveaux, via des associations de commerçants, via notre propre réseau, de toucher un certain nombre d'enseignes et de les tenir au courant de tout ce qu'il existe pour se défendre. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens de se défendre et certains sont très mal informés et peuvent ne pas bénéficier des aides auxquelles ils ont droit ou ne pas se prévaloir de leurs droits auprès de leurs bailleurs alors qu'en réalité, ils ont des droits activés. Donc, on organise, depuis le début de la crise, moi j'ai été en call quasiment tous les jours et maintenant ça s'estompe un peu plus, donc c'est une fois par semaine avec un certain nombre d'organisations syndicales qui animent des réunions de réflexion avec différentes enseignes, que ce soit des commerces dans d'autres secteurs ou que ce soit des commerces du même secteur. Et on échange des bonnes pratiques, on échange des idées, on construit ensemble des notes dans des groupes de travail et en fait, on fédère en fait les énergies pour que les grandes enseignes, par exemple, nous on fait partie des grandes enseignes parce qu'on a un certain nombre de salariés, un certain chiffre d'affaires, une certaine structure, etc., puissent encore une fois partager leurs bonnes idées avec des enseignes plus petites ou des franchisés ou des indépendants qui ont moins de temps à passer sur un certain nombre de sujets stratégiques. Donc c'est vraiment des calls en fait qui s'organisent assez régulièrement et dans ces calls il y a, alors moi je trouve ça assez fabuleux parce qu'en ce moment il y a énormément de partage d'informations.
Moi, je participe à des calls, par exemple, avec des fonds d'investissement sur des sujets de financement. Je participe à des calls avec des associations de commerce sur des sujets en lien avec les baux. Je participe à des calls sur les organisations qui sont en lien avec le sport, sur des sujets qui touchent à la réouverture des salles de sport, sur les sujets des gestes commerciaux qu'on pourrait apporter à nos clients pour essayer d'apporter un petit peu de cohérence dans la profession, etc., etc. En fait, il y a énormément d'initiatives et il suffit simplement de dire oui et d'être dans les calls, et c'est très simple d'échanger des bonnes pratiques avec de nombreuses enseignes. Parce que en réalité, c'est pas toujours le cas, hein. On se parle peu dans l'année, on est tous un peu dans nos business respectifs, etc. Et on a insuffisamment de temps de faire du networking. Et moi, je trouve que cette période, de ce point de vue-là, est très enrichissante sur le plan personnel, parce que on parle avec beaucoup d'enseignes, même concurrentes, avec lesquelles on n'est pas amené à parler d'habitude. Et je trouve que c'est extrêmement enrichissant, intéressant. Moi, pour mon épisode 3, j'avais interviewé Shema Bourguiba, qui a un commerce à Paris avec 20 employés. Et elle était dans les larmes de l'administration. Elle savait pas si ça allait être accepté le chômage partiel alors qu'elle avait déjà fermé son commerce. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as vécu, ou quand tu as décidé du chômage partiel, c'était assez simple? Non, pour nous, c'était assez simple. Typiquement, voilà, c'est là où il y a un peu d'injustice, c'est que sur le chômage partiel, pour nous, ça a très rapidement été simple parce qu'en fait, on a parlé à nos avocats, ils ont récupéré les décrets d'application, ils nous ont confirmé qu'on était dans les bonnes cases, et après, derrière, c'est de la mise en œuvre. Alors, tout le monde a un petit peu galéré sur la mise en œuvre, clairement, parce que le gouvernement a mis en place énormément de mesures très rapidement, donc on pouvait pas s'attendre à ce que les services de l'État soient capables de gérer autant de traitements administratifs dans un délai aussi court. Ça me paraît normal que les sites web saturent, que les demandes prennent un peu de temps, etc. Mais moi, j'ai jamais été inquiétée sur le fait qu'on allait quand même obtenir notre chômage partiel, parce qu'à partir du moment où on sait qu'on est dans la bonne case, on sait que le gouvernement fera ce qu'il faut de manière rétroactive pour tenir compte du fait qu'il y avait trop de demandes et que personne n'avait les logins pour se connecter sur les bons sites, etc. Ça, c'est de la mise en œuvre. Mais à partir du moment où vous êtes sûr d'être dans les bonnes cases, nous, on n'est pas inquiets, parce que voilà, on a cette réassurance, et donc c'est pas sur ces sujets-là qu'on est inquiet. Nous, on est vraiment plus inquiet de ne pas faire d'erreurs stratégiques, et de proposer des adaptations pour le monde de demain, et de faire en sorte que la société soit encore plus forte demain, dans l'intérêt de tous les salariés, notamment, qui travaillent pour nous. Et ça, c'est une responsabilité, et ça, pour le coup, ça peut nous inquiéter si on n'est pas bon. Donc il faut qu'on soit au rendez-vous, quoi. Voilà. Et tes salariés, aujourd'hui, ils sont tous au chômage partiel? Comment ça se passe? À 90%, oui. Et concrètement, ça veut dire quoi? C'est un jour par semaine? Comment ça marche, le chômage partiel? Non. Alors en fait, le terme chômage partiel n'est pas forcément adapté parfois, parce qu'en réalité, donc pour nos clubs, nos salariés sont au chômage total. Ça veut dire que ils ne travaillent pas du tout, ils restent à leur domicile, et ils sont payés 85% de leur net. Parce qu'en réalité, le chômage partiel, c'est quelque chose qui existe dans le code du travail, et qui permet, dans des circonstances très spécifiques, de demander à mettre au chômage partiel des équipes du fait d'une baisse d'activité, etc. Mais c'est très normé, très contrôlé. Et là, dans le cadre du Covid, ce qu'a fait le gouvernement, qui est assez exceptionnel, c'est que le gouvernement a accepté de faciliter en fait l'accès au chômage partiel pour notamment tous les ERP, qui étaient les établissements recevant du public, qui étaient fermés du fait du Covid. Donc nous, on rentre dans cette case. Donc à partir du moment où on rentre dans cette case, tous les commerces peuvent mettre au chômage partiel l'ensemble de leurs salariés. Ces salariés touchent 85% de leur net, et l'entreprise qui avance le salaire est remboursée à hauteur de 85% du net, donc la totalité de ce qu'elle verse aux salariés, ce qui est aussi une mesure dérogatoire, dans la limite de 4 fois et demi à 5 fois le SMIC, à peu près. Bon, c'est 4 fois et demi ou 5 fois le SMIC, je ne sais plus. Donc, pour la grande majorité des salaires d'une entreprise comme nous, comme la nôtre, une PME, ça permet de couvrir l'intégralité des frais de ressources humaines que vous coûte en fait la période de fermeture. Donc, c'est une mesure dérogatoire exceptionnelle qui a été mise en œuvre par le gouvernement. Et quand je dis que 90% de mes salariés sont au chômage partiel, c'est parce que tous mes salariés en club sont au chômage partiel du fait de la fermeture, et qu'une très grande partie de mes salariés sièges qui avaient des missions directement liées à l'activité des clubs sont eux aussi mis au chômage partiel. Mais on a gardé 10 à 20% des salariés sièges, qui constituent essentiellement le comité de direction, qui lui a besoin d'assurer la conduite d'activité de la boîte et un certain nombre de choses qui sont indispensables, y compris en période de confinement, et des services qui sont indispensables à travailler sur l'après,
et aussi la gestion de la crise, qui sont notamment le service relations clients pour gérer les demandes de gestes commerciaux, le service marketing pour gérer l'après du Covid, et puis un certain nombre de services, comme par exemple la DRH pour gérer le chômage partiel, la DAF pour gérer la gestion des factures. On voit donc qu'au jour 31 du confinement, tout semble bien mis en place pour gérer la crise. Et Céline va même nous parler d'une stratégie à 5 ans pour laquelle elle cherche déjà du financement. Parce qu'on pense que le Covid va changer le monde, est déjà en train de changer le monde et va changer le monde, va être aussi un accélérateur sur un certain nombre de sujets, notamment digitaux, sur lesquels on travaille déjà tous depuis très longtemps, mais qui vont s'accélérer avec le Covid. Et on s'est beaucoup documenté par l'intermédiaire de webinaires nombreux gratuits qui existent en ce moment sur Internet, sur ce qui s'est passé en Asie post-confinement, sur les comportements des consommateurs post-confinement. Et on a établi une stratégie à 5 ans qui repriorise un certain nombre d'investissements tenant compte de ces évolutions des attentes des consommateurs. Et on a travaillé main dans la main, moi à la fois sur la partie business plan, recherche de financement auprès des banquiers, et Marianne sur la partie produit aussi, mise en œuvre et stratégie de communication marketing. Voilà, donc on est main dans la main sur la stratégie de court terme pour financer la trésorerie court terme évidemment, et moyen terme pour déjà imaginer le post-Covid, voilà, qui est très important. Vous avez déjà trouvé vos océans bleus pour l'après-Covid ? Ouais. Moi, je pense qu'on a déjà trouvé nos océans bleus parce que on a encore une fois, moi je pense vraiment, on pense vraiment toutes les deux que les entreprises qui vont réussir à sortir leur épingle du jeu demain seront des entreprises qui auront appris de cette crise, qui sauront s'adapter à des évolutions d'attentes consommateurs, qui sont en recherche d'un prix qui respectent leur portefeuille parce qu'on rentre quand même en récession et il faut que les clients s'y retrouvent, qui vont être en recherche de valeurs humaines, de valeurs de société, parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens se posent des questions sur le sens de notre société. Et puis après il y a des outils, mais nous on pense que le digital est important et que le fait de déployer aussi des outils digitaux vient en complément aussi de l'offre qu'on a aujourd'hui en salle et qui évidemment va perdurer, évidemment va continuer à être très importante parce que les gens ont besoin de lien social, mais qui va être complémentaire d'autres offres sur lesquelles il faut aussi se poser. Tu parlais donc de stratégie, des océans bleus que vous avez développés, que vous cherchez à financer, et tu mentionnais à nouveau le télétravail. Qu'est-ce que toi tu vas garder comme modalité de travail après cette crise ? Est-ce que tu vas être plus souple sur le télétravail pour tes équipes, plus l'encourager ? C'est pas déjà fait avant ? Qu'est-ce que tu vas garder des modes de travail que vous mettez en place actuellement ? Tout. On gardera tout ce qu'il y a de bien. C'est-à-dire qu'en réalité, nous aujourd'hui, nos équipes faisaient déjà ce qu'elles voulaient. Moi, j'ai des équipes, par exemple, on a un de nos salariés qui est à l'informatique, on l'a recruté pour qu'il fasse 2 jours de télétravail de chez lui en grande banlieue parce qu'il habite assez loin et qui sont décalés par rapport aux équipes sur ses week-ends. C'est-à-dire que lui, ses week-ends, c'est le mardi, mercredi, parce que sa femme, elle travaille pas le mardi, mercredi et lui, il travaille le samedi, dimanche. Donc, en télétravail. Donc, ça fait des années que nous on fait ça, qu'on a donné beaucoup de flexibilité à des gens qui ont des maisons de campagne, qui peuvent aller travailler 3 jours à la campagne parce que c'est plus simple pour eux, qui partent le jeudi soir ou qui partent le vendredi en même temps que tout le monde dans les embouteillages, mais qui en même temps ont cette reconnaissance pour l'entreprise parce que finalement on est très flex avec eux, qui fait que demain on les appelle n'importe quel jour de la semaine, ils sont là, ils sont toujours là, en fait ils sont jamais loin. Donc on va dire que le lien qu'on crée avec eux fait qu'ils sont toujours là, très proches de nous, très engagés. Donc moi je pense qu'il faut tout garder, il faut garder tout ce qui fonctionne. C'est-à-dire le télétravail tant que faire se peut, partout ça facilite des choses, surtout pas l'interdire. Après, nous on aime bien voir nos équipes, on aime bien se voir physiquement, on se manque. Moi je pourrais pas à titre personnel travailler que de chez moi. Moi j'ai besoin d'aller au siège, j'ai besoin de boire un café avec mes équipes, j'ai besoin de déjeuner avec eux. J'ai besoin d'avoir un lien physique, ça je trouve que c'est la normalité. Être uniquement dans le télétravail, pour moi, c'est pas aussi enrichissant que de pas avoir que d'avoir des liens sociaux. En revanche, cette facilité que ça crée, toutes les fois où on a besoin, en fait, il faut l'utiliser. Et il faut pas que ce soit un frein. Demain, faut l'utiliser à tout prix. Surtout que les locaux, ils sont sympas. Bah ouais, bien sûr, on a des locaux sympas et non, franchement, moi, j'y vois que des avantages. Ça changera tout en bien. Sur ce plan-là, ça pourra faire que du bien. Ouais, mais je vois en fait que ça paye d'être dans des démarches d'innovation là. Toutes les sociétés que j'interviewe et qui s'en sortent,
bah, c'est comme toi, vous avez déjà des réflexes, des habitudes de travail, une culture de la confiance, un engagement fort. Bon, c'est jamais 100% parfait, mais un axe digital qui est déjà existant, qu'il ne faut pas créer de toutes pièces du jour au lendemain. Tout ça, ça contribue à mieux réagir aux difficultés que vivent les entreprises, c'est sûr. Dans mon podcast, je parle aussi d'astrologie et de MBTI, d'énéagramme. J'ai vu. Ouais, pour qu'on voit un peu les personnes derrière, tu vois, et puis parce qu'autour de moi, si j'ai plein de personnes qui s'intéressent à ça, donc c'est des grilles de lecture sur la personnalité. Voilà, c'est juste là l'intérêt de la chose. Est-ce que toi, tu pourrais me dire, Céline, quel est ton signe astrologique? Je te l'ai mis dans le. Oui, tu m'as mis Gémeaux. Oui, voilà, je suis Gémeaux, exact. Donc voilà, je suis Gémeaux et après je sais pas du tout mon ascendant puisque tu me l'as demandé, je n'ai aucune idée. Est-ce que toi-même ça dit quelque chose de toi-même, Gémeaux? Est-ce que quand on te dit les Gémeaux sont comme ci ou comme ça résonne chez toi ou pas du tout? Là où je me disais que j'étais peut-être Gémeaux et je sais pas si tu vois c'est une symbolique du signe ou pas, c'est que je suis très extrême. Donc moi je bosse énormément et après je peux faire énormément de sport et après je peux breaker totalement, mais je cloisonne énormément les choses, tu vois. Donc c'est très tranché comme ça. Mais le très tranché n'est jamais pour très longtemps, tu vois, ça peut être pour 3 heures, 4 heures, etc. Mais par contre je suis très tranchée. Voilà, maintenant est-ce que ça veut dire que c'est des pans de personnalité, tu vois, où d'un seul coup tu peux être vraiment dans le truc très ludique et repasser dans un truc très boulot, très concentration, je sais pas, mais en tout cas ce côté volte-face dans la même journée, ça je l'ai vraiment. Maintenant, je sais pas si c'est un trait de cette personnalité, de ce signe, enfin voilà, puisque c'est un signe. Oui, moi je suis pas experte, hein, mais après ça dépend vraiment de ton comment dire, à quelle heure t'es né, où est-ce que t'es né plus précisément. Moi par exemple je suis Capricorne et à chaque fois on me dit oui les Capricornes ils travaillent beaucoup, c'est normal que tu sois toujours en train de créer des choses et tout. Je dis ah bon mais c'est pour ça. Donc c'est pour ça. Ben voilà, ça explique, tu vois. Je renseignerai. Et par rapport à donc l'énéagramme, j'ai vu que tu connaissais pas, c'est en fait 9 personnalités. On a une centaine de questions, donc il y a, par exemple, moi je suis dans l'enthousiaste. Dans l'énéagramme, c'est une personnalité où mon pire ennemi c'est l'ennui. Donc ça colle bien avec ma personnalité, j'aime bien faire des choses. Tu vois, j'ai créé le podcast en une semaine, au bout de 3 épisodes, j'avais déjà envie de faire autre chose. Donc moi je suis très mode projet, j'aime bien quand ça va vite. Aux États-Unis, ils le font beaucoup, ils font aussi l'énéagramme de toutes leurs équipes pour qu'elles apprennent à mieux se connaître, à mieux communiquer entre elles, tu vois. Enfin, il y a plein de... Et donc ça, c'est assez à la mode. Et le MBTI, en revanche, j'ai vu que tu connaissais. Qu'est-ce que tu peux nous dire du MBTI que tu aimerais, que tu trouves fait écho avec ta pratique en tant que DG Alors bah écoute, c'est simple. Si on résume les points clés de mon MBTI, c'est que moi je suis introvertie. C'est-à-dire que je préfère réfléchir seule que réfléchir en groupe. Et après, confronter un avis qui est déjà assez abouti avec des personnes qui vont venir me challenger sur ce à quoi j'ai réfléchi. Mais quand j'ai réfléchi à quelque chose, généralement, c'est déjà assez abouti. Et j'ai besoin d'avoir une vision globale des choses et de me poser un peu toutes les questions avant d'aller confronter un avis. J'ai du mal à construire mon avis en discutaillant, tu vois, comme le font souvent plus les extravertis. Du test MBTI, hein, je dis bien dans ce contexte-là. Hein, ça n'a rien à voir avec être introverti ou extraverti, parce que je suis très extravertie dans le nombre de caractères, mais c'est mon test MBTI qui me dit introverti. Et le deuxième point, c'est que je suis beaucoup dans le jugement rationnel, plus que dans la sensibilité ou dans l'intuition. Donc, encore une fois, c'est très lié, je pense, à mon côté très réfléchi, besoin d'aller au fond des choses, besoin d'avoir une vision globale avant de trancher. J'ai ce côté, j'ai un avis sur beaucoup de choses. Voilà, je vais avoir un avis rapidement sur quelque chose, je vais porter un jugement. Donc, et je vais défendre mon opinion, je vais défendre mon sujet, plus que effectivement être à la sensation ou au ressenti ou sur des choses qui sont moins rationnelles, d'accord? Donc ça, c'est mes 2 traits de caractère très forts dans mon test MBTI qui ressortent et qui font que j'ai plutôt un tempérament de
on va dire, leader qui sait ce qu'il veut et qui a déjà un peu réfléchi à la stratégie de son côté, etc. avant, et qui peut avoir comme défaut de vouloir avoir raison. Voilà. C'est des profils où on a plutôt envie d'avoir raison. Et c'est difficile quand on vous démontre pas par A plus B que vous avez tort. Quand on vous le démontre par A plus B, vous le comprenez bien. Mais quand on vous le démontre pas par A plus B, mais qu'on vous le démontre par des intuitions, c'est plus compliqué. Ouais, je comprends. Voilà. D'accord. Merci d'avoir partagé ça. Et dernière question. Est-ce que toi, tu as l'impression de vivre une épreuve avec ce coronavirus? Oui, évidemment, on vit tous une épreuve. C'est sûr. Mais qu'est-ce que c'est qu'une épreuve? Une épreuve, c'est, si on regarde un peu en sport, une épreuve, c'est quelque chose qu'on passe pour gagner ou pour réussir ou pour avancer. Et donc, oui, évidemment, c'est une épreuve, mais en même temps, je trouve que ça nous réveille. C'est un peu comme la grenouille, vous savez, on met de l'eau chaude, de l'eau chaude, de l'eau chaude, et puis elle crame, alors que si on balance tout de suite de l'eau bouillante, elle saute. Et moi, je trouve que c'est un électrochoc pour beaucoup de gens. C'est un électrochoc pour le monde de se rendre compte qu'on est capable de vivre sans voiture, de vivre à domicile et de faire du télétravail et d'être efficace. On est capable de créer quand on est contraint. Plus on est contraint, plus on est créatif. Donc, je pense que c'est un accélérateur de tendance et un électrochoc pour beaucoup de gens qui ont du temps en plus pour se poser des questions. Parce qu'ils sont chez eux, ils ont moins de sollicitations sociales, ils sont peut-être plus apaisés s'ils sont pas comme nous en train de bosser jour et nuit et encore. Et moi, je pense que c'est une épreuve pour le meilleur. Et j'espère que cette crise, parce que c'est quand même une crise sanitaire aujourd'hui dont on souffre, aboutira évidemment à une crise économique dans une certaine mesure derrière, parce qu'on sait qu'il y aura des dommages collatéraux, mais que ça permettra aussi de repenser un modèle de société peut-être un peu différent, plus orienté vers la proximité, moins avoir des envies du bout du monde, plus penser au ciel qu'on a connu à Paris pendant quelques semaines où vous voyez les étoiles le soir. Moi, avec mes enfants, je regarde les étoiles et je vois la Grande Ourse. Ça n'est jamais arrivé en 20 ans à Paris. J'ai jamais vu la Grande Ourse à Paris. Donc, je pense que ça, c'est des électrochocs positifs qui donnent envie de plus jamais acheter de voiture, de consommer local, de recréer peut-être une Europe plus forte, qui soit capable d'être plus armée, moins dépendante de pays lointains, sans en citer un en particulier, parce que je pense que c'est même pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment de repenser une société plus égalitaire, moins dure, plus douce et plus centrée sur les proches aussi, les amis, les proches, la famille. Enfin voilà, des choses qui retrouver un peu de sens aussi et être moins dans la course à l'échalote. Je trouve que c'est quelque chose d'important et peut-être que cette épreuve sera très salvatrice en réalité. Merci. C'était Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve. Interview, enregistrement et montage par moi-même. Musique par Grégory Kahn. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur les 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et venez me voir sur mon site www.carolestromboni.com/site/podcast. C'est là que vous aurez plus d'infos sur les épisodes passés à venir. Vous pourrez aussi contribuer financièrement pour soutenir ce podcast si vous voulez, si vous pouvez. Les épisodes resteront gratuits quoi qu'il arrive. Vous pouvez aussi m'envoyer une question orale en pièce jointe à carole@carolestromboni.com pour un futur épisode de questions-réponses. À bientôt et bon courage pour cette épreuve que nous traversons. Serrons-nous les coudes.